FM, la première radio panafricaine. تحية عطرة بالياسمين التونسي أينما كنتم من تونس وبالتحديد من صفاقس. نواصل حلقات البودكاست مع السيد الخبير المحاسب سي عبد الرؤوف يعيش، الكاتب والباحث في الجباية زادة. شنو أحوالك سي رؤوف؟ مرحبا بك في حلقة أخرى من البودكاست متاع ماما أفريكا. سي رؤوف, vous êtes bien expert comptable. Oui. Hein? Donc vous faites partie de la profession libérale. Bien entendu. Pendant toutes les épisodes de notre podcast, nous parlons de la notion de développement, économie, etc. Et là, vous faites partie de la profession libérale. On aimerait bien comprendre l'importance des professions libérales pour les économies de manière générale. Oui. Alors, pour bien comprendre l'importance de la profession libérale, retenez l'équation suivante. Plus un pays est sous-développé, moins la densité de professionnels libéraux par rapport à la population, moins cette densité, ou la plus c'est moins important, plus cette densité est faible. Donc, quand on parle d'un sous-développement, la densité des professionnels libéraux est faible. Voilà. Plus un pays est développé, plus les professionnels libéraux dans ces pays ont une densité beaucoup plus élevée par rapport en nombre d'habitants. Si je prends le cas de la Tunisie, en Tunisie, nous avons à peu près 45 000 professionnels libéraux, toutes professions libérales confondues. Pour que la Tunisie s'aligne sur le pays développé qui a la plus faible densité de professionnels libéraux, il faudra qu'elle multiplie la population des professionnels libéraux par 3. Oh, c'est-à-dire de 45 000, on doit passer à peu près... à 135 000. Pourquoi les professions libérales sont importantes? Et pourtant, si Raouf, tous les professionnels libéraux disent que le marché est saturé, le marché est saturé. Ben justement, le marché, il faut savoir le créer. Le marché, il faut savoir le créer, c'est le rôle des ordres professionnels d'ailleurs. Les ordres professionnels ont pour rôle de développer le marché des professionnels libéraux. Pas à pas, on va comprendre l'importance du développement des professions libérales dans un pays. Alors, les professions libérales sont importantes parce qu'elles sont un gisement d'emploi. On considère que chaque professionnel libéral crée au moins un emploi. En moyenne, ils en créent 3. En moyenne, d'accord. En moyenne. Donc, les professionnels libéraux créent des emplois en plus de la fonction du professionnel libéral lui-même. Et on considère que les professions libérales ont une productivité beaucoup plus élevée que la productivité moyenne dans un pays. Les professionnels libéraux, ce sont des professionnels qui souffrent en silence. Oui, qui travaillent déjà plus que 8 heures par jour, ça c'est sûr. Exact. Et qui sont obligés de travailler en profondeur, de se concentrer sur leur travail pour pouvoir créer de la valeur pour leurs clients. Donc les professions libérales sont importantes. Imaginez que la Tunisie s'aligne sur la densité la plus faible par rapport aux pays développés. Dans ce cas-là, il faudra créer 90 000 professionnels libéraux nouveaux qui vont créer eux-mêmes au moins 90 000 emplois. Au total, vous avez un enjeu de 200 000 emplois, au minimum. Vous voyez l'importance des professions libérales. Sauf que les pays développés ne laissent pas les professions libérales livrées à elles-mêmes. C'est-à-dire ? Aucun pays pratiquement développé ne donne la complète autogouvernance des professions libérales aux professions libérales elles-mêmes. Donc c'est une idée très importante, si Raouf, si vous pouvez nous expliquer davantage. Si je comprends bien, donc les professions libérales ne doivent pas s'autogouverner. Elles doivent s'autogouverner, mais partiellement sous la supervision d'une haute autorité publique. Alors vous avez deux modèles. Vous avez le modèle des pays où vous avez au moins un secrétariat d'État chargé des professions libérales, et vous avez les pays anglo-saxons qui
ont des offices qui pilotent toutes les professions libérales. Par exemple, le code déontologique, il y a un code déontologique pour la profession et un autre code pour l'ensemble des professions libérales. Donc ici, le rôle de l'État, il est important pour normaliser, pour réellement aider ces professions à créer de la valeur. Exact. Le rôle de l'État est important pour protéger les professions libérales contre leur propre conservatisme. Parce que si vous laissez faire les professions libérales, elles vont fermer, elles vont mettre les barrières à l'entrée partout et elles vont essayer de rétrécir le marché. En rétrécissant leur marché, elles n'évoluent pas. Alors que s'ouvrir, avoir plus de champs d'intervention... Imaginez en Tunisie qu'on sépare le commissariat aux comptes de l'expertise comptable et qu'il y ait deux ordres. L'ordre des commissaires aux comptes, dans 20 ans, sera le même qu'aujourd'hui. L'ordre des experts comptables, dans 20 ans, sera un ordre beaucoup plus puissant et très puissant. Et qui arrose l'ensemble de l'économie. D'après vous, pourquoi un ordre des experts comptables hors commissariat aux comptes peut générer plus d'opportunités de développement que le commissariat lui-même? Parce que le commissariat aux comptes, d'abord, est en train d'être remplacé par les robots. Oui. Donc, c'est un marché appelé à se rétrécir inévitablement. En Tunisie, on a choisi la solution inverse, ce qui est stupide. Ce qui fait qu'en Tunisie, les sociétés les plus petites, à partir de 90 000 €, l'équivalent de 90 000 €, vous êtes obligé de nommer un commissaire aux comptes. Ça fait la risée de tout le monde. Ouais. Hatta Hamas, il fait plus que ça. Et vous avez bien dit lors de nos épisodes, l'essentiel c'est de ne pas chercher la transparence à travers l'audit, mais tout d'abord à travers l'accompagnement dans la gestion et l'emmener vers un processus de transparence spontanée, on va dire. Vous savez que le commissariat aux comptes en France commence à partir de 27 milliards. L'obligation d'avoir un commissaire aux comptes commence pour un chiffre d'affaires à compter de 27 milliards. Fitounes à partir de 300 000 dinars. Donc, bon, faut pas oublier que le marché aussi, le volume... Le marché a besoin d'assistance. Donc, il n'y a pas besoin de mettre un commissaire aux comptes là où on a besoin d'assistance. Et par conséquent, le commissariat aux comptes est un marché qui a sa propre cible. C'est un marché qui n'évoluera pas parce qu'il va être remplacé par l'intelligence artificielle. C'est clair, net et précis. D'ici une quinzaine d'années, on aura besoin de très peu de commissaires aux comptes, parce que l'audit sera continu et généralisé. Par contre, l'assistance, le conseil, l'accompagnement, tout le monde continuera à avoir besoin de ce type de service. Merci Siraouf pour ces éclaircissements. On entame un dossier très important qui est l'un de vos spécialités, c'est la fiscalité. On va parler de la fiscalité tunisienne, mais de manière générale, on sait bien que la fiscalité, c'est une composante essentielle des ressources de l'État. Et lors de tous nos épisodes, vous ne cessez pas de dire qu'il faut être dans une stratégie de prévention tout d'abord, que de combattre la fraude et la corruption. Il faut la combattre, mais il faut avoir aussi cet esprit de prévention tout d'abord. Mais la fiscalité, elle va au-delà de cet impact uniquement de collecte de fonds. Et dans ce contexte-là, comment la fiscalité pourra être un catalyseur de développement, plus particulièrement dans notre pays qui est la Tunisie? Alors, le problème de la fiscalité tunisienne, c'est le poids de l'imposition. Compte tenu des difficultés de l'État, la pression fiscale n'a cessé de croître. Alors, nous sommes sur le plan fiscal à 25%, plus 9%, 10% et même un peu plus de cotisations sociales. Donc, sans compter les impôts locaux, mais c'est un chiffre minime, 0,3% donc du PIB. Les prélèvements obligatoires en Tunisie s'élèvent actuellement à 35% du PIB, soit le double, plus que le double de la moyenne africaine. La moyenne, c'est-à-dire le taux d'imposition en Afrique. Tu veux parler de l'imposition africaine. Le taux de prélèvement obligatoire. Les prélèvements obligatoires cumulent les impôts et les cotisations sociales.
D'accord. Donc le taux de... c'est finalement... c'est ça le taux d'imposition global. Le taux de prélèvement obligatoire en Tunisie dépasse celui des États-Unis, dépasse celui du Japon, dépasse celui du Mexique et dépasse légèrement la moyenne de l'OCDE. Mais là, nous avons atteint un seuil d'extravagance. Donc, d'un côté, nous avons un taux de prélèvement obligatoire de 35%. Les conséquences, c'est que l'investissement, il n'y en a plus. Pourquoi? Parce que tout l'argent est prélevé. Ceux qui ont de l'argent à investir, ce sont les très grandes entreprises qui font des bénéfices, mais la classe moyenne ne peut plus investir. Sans se rendre compte, c'est la hausse aussi du marché parallèle, la partie informelle. D'un côté, vous avez un taux de prélèvement de 35%, effectivement. De l'autre côté, vous avez un marché informel évalué à 35% du PIB. Donc, vous imaginez la qualité de la concurrence dans cet environnement. Elle est très difficile. Et par conséquent, c'est un frein à la création d'emplois, à l'investissement, à la croissance. C'est pour cela qu'on voit qu'il n'y a pas de croissance. Il n'y a pas d'épargne non plus. L'épargne tunisienne est au plus bas. Si vous comparez l'épargne en Tunisie avec celui de la Chine, nous ne sommes pas vraiment vous tombez des nues. Ouais. Hein? Donc finalement, le système tunisien tel qu'il fonctionne actuellement, en toute bonne foi, finalement, les responsables, ils se trouvent contraints. Parce qu'ils ont des difficultés, et il y a des échéances à payer et il faut les honorer. Donc, dans ce système-là, la croissance devient très difficile. Et finalement, il y a deux grands problèmes qui nuisent au développement et à la croissance en Tunisie. Un, le taux d'imposition qui est trop élevé. Donc le taux d'impôt, et le 2, le volume des crédits d'impôt. Les crédits d'impôt de TVA et d'IS sont énormes et ils s'élèvent à des milliards de dinars. Et finalement, les crédits d'impôt, c'est des prélèvements d'avance sur la trésorerie des entreprises. Donc les entreprises financent l'impôt par avance et vont emprunter l'argent à la banque pour pouvoir financer l'impôt. Et par conséquent, tout ça constitue des freins au développement. Et dans ce cas-là, comment la fiscalité peut évoluer pour vraiment être un acteur dans le développement économique? Alors la fiscalité peut évoluer en Tunisie pratiquement d'une seule façon. Il faudrait absolument faire de sorte que l'administration fiscale devienne très efficace pour combattre la fraude fiscale, pour réduire l'imposition des entreprises conformes. Donc, c'est le schéma. Finalement, il faudrait faire de sorte, il faudrait renforcer l'administration fiscale pour qu'elle soit efficace, mais de façon équitable. Mais comment la rendre efficace déjà, l'administration fiscale? Parce qu'aujourd'hui, on voit les agents du contrôle, ils disent qu'on a des moyens, on essaie de faire avec. Et du coup, comment rendre cette administration efficace? Et surtout, est-ce que l'efficacité de cette administration dépend uniquement des montants de redressement encaissés, ou bien plutôt d'aider les contribuables à être plus conformes, à être dans la bonne dans l'application de la bonne réglementation? Excellente question et excellente remarque. Finalement, il faut répondre à la question suivante. C'est quoi une administration fiscale efficace? Voilà, tout à fait. Est-ce que c'est une administration qui redresse beaucoup ou c'est une administration qui réduit la fraude? L'administration qui redresse beaucoup est toujours plus efficace quand la fraude est plus importante. Plus la fraude est importante, plus les redressements sont élevés. Donc, aujourd'hui, si on parle de montant, une évolution en termes de valeur de redressement, ça implique que la fraude augmente en parallèle. C'est un mauvais indice. Ça veut dire que les gens fraudent plus. Bon, maintenant, quand on veut chercher des solutions fiscales, il faut être mis en garde contre le risque de vouloir chercher l'immédiat. Aucune réforme structurelle profonde ne peut donner des effets immédiats. Ça n'existe pas. Il est vrai que les quick wins, donc les gains avec la digitalisation à court terme sont possibles. Mais la restructuration de l'administration va demander du temps.
et va demander des moyens. Le modèle des lignes de défense, appliqué à l'administration fiscale pourrait transformer l'administration fiscale et la rendre plus efficace. Donc, pour vous, il faut plutôt aller dans la manière avec laquelle on fait les préventions. On fonctionne. D'accord. Donc, le contrôle fiscal, si nous appliquons la ligne de défense. Alors, le modèle de la ligne de défense est une création, comme toutes les grandes créations au monde, c'est une invention des armées. Et appliquée fondamentalement aux industries nucléaires. Donc, on met en place, et les armées ont toujours mis des lignes de défense, lignes de défense dans leur système militaire. Donc, mettre en place un système de lignes de défense consiste à organiser la lutte contre la fraude à plusieurs niveaux pour être plus efficace. Donc, tout d'abord, si je prends le modèle à 3 lignes, on peut aussi mettre en place un modèle à 5 lignes. Il y a des modèles qui peuvent aller jusqu'à 8 lignes. Dans l'industrie nucléaire, le nombre de lignes de défense est très élevé. Alors, le modèle des lignes de défense fait que lorsque vous avez une première ligne de défense, si elle n'a aucune défaillance, les autres lignes sont là à titre préventif. Mais si une anomalie échappe à la première ligne de défense, elle doit être rattrapée par la deuxième ligne. Si elle n'est pas rattrapée par la deuxième, elle doit être rattrapée par la troisième. Voilà. Le tout étant, avec une vision précise, une administration fiscale efficace est une administration fiscale qui réduit la fraude. D'ailleurs, c'est très simple. Dans toutes les administrations fiscales du monde, le montant recouvré par la voie du contrôle et du redressement est insignifiant par rapport aux impôts payés spontanément. Le taux d'impôts collectés suite au redressement ne dépasse généralement jamais 6% du montant des recettes. Donc 94-95% des recettes sont payées spontanément. Donc un système qui privilégie la prévention, c'est un système qui va focaliser sur l'adhésion spontanée, la conformité. C'est pas sur le redressement. Voilà. Le redressement est utilisé comme un moyen pour dissuader contre la fraude. Donc les lignes de défense d'abord commencent par les étapes préventives. Alors les étapes préventives viennent d'où? Viennent des professions alliées à l'administration fiscale, qui sont les experts comptables, les avocats, les conseillers fiscaux, etc. Les juristes. Il faut transformer ces professions en professions complémentaires à l'administration fiscale. Bien entendu, la contrepartie, l'administration fiscale, communique avec ces professions et s'entraide mutuellement. Donc, à ce niveau-là, on peut mettre en place un système de préventif. Et là, sur le terrain tunisien, on va vous dire c'est la ouf, la profession d'expertise comptable, elle est liée au ministère des Finances, ça existe, les échanges entre l'État et les professions. Non, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, il faudrait que les contacts soient beaucoup plus nombreux, que les programmes soient précis, que les attentes des uns et des autres soient clarifiées, etc. Donc, il faut mettre en place une collaboration. Mais cette collaboration passe aussi par des engagements. Donc, il est possible qu'on institue des engagements des professions pour certifier que les entreprises se sont conformées à ceci ou à cela, etc. Bien entendu, ça va engager la responsabilité de ces professions, mais c'est la règle du jeu. Il y a beaucoup de pays où on demande aux comptables d'entreprise, et non pas aux professionnels libéraux, de certifier la conformité de leur situation fiscale par rapport à la doctrine et de déclarer les écarts par rapport à la doctrine administrative, par exemple. Donc les moyens sont nombreux et ils existent. Ensuite, l'auto-certification des dirigeants. Ça va aider. L'auto-certification des dirigeants va aider, bien entendu, va améliorer la conformité.
Parce que c'est différent de dire que c'est implicite, le dirigeant est engagé de façon implicite. À partir du moment où vous lui demandez de signer, c'est différent. Quand il va s'engager. Oui, c'est la responsabilité avec, comme vous avez dit l'autre fois lors de nos épisodes, la loi SOX qui sanctionne pénalement. Hein. On parle de 10 ans jusqu'à 20 ans de prison. Voilà, si vous 20 êtes ans de et 10 ans foi. lorsque vous êtes de bonne foi. Voilà, donc c'est quand même... Donc mettre en place ces lignes préventives. Et ensuite, il faudrait organiser l'administration en 3 niveaux. Le premier niveau, c'est une organisation qui fait que chaque inspecteur des impôts est chargé de piloter en continu un certain nombre de dossiers. Donc l'inspecteur, il ne va pas recevoir une affectation des dossiers de redressement. Nous serons dans une stratégie de prévention. C'est un inspecteur qui pilote. Donc il suit ses contribuables. Absolument. Il s'assure qu'ils ont déposé les déclarations, il examine les déclarations de façon sommaire. C'est intéressante l'idée. C'est une autre restructuration, si la ouf, de l'administration. Absolument. Donc vous avez un inspecteur des impôts, votre inspecteur des impôts. Qui va vous dire, qui peut vous contacter pour vous dire vous avez oublié de déclarer ce mois-ci vos impôts. Voilà, que vous pouvez contacter pour lui dire quelle est la solution à tel problème, etc. En deuxième ligne, vous avez le corps de contrôle. Bien entendu, à partir de la première ligne, vous avez l'informatique qui va sélectionner les dossiers à risque. Et ces dossiers à risque vont partir en contrôle, par un corps de contrôle. Alors, ce corps de contrôle, bien entendu, si les contrôles de première ligne ont bien fonctionné, les redressements vont être légers. Oui, mais sans oublier aussi, Sir Raouf, vous êtes en train de nous donner une nouvelle idée de restructuration de l'administration fiscale. On va vous dire, mais Sir Raouf, vous êtes en train encore de demander le recrutement. Alors qu'aujourd'hui, on demande d'arrêter le recrutement. Là, sur ce plan-là, on peut faire des calculs simples, c'est rentable. On avait fait les calculs, c'est rentable. Donc, ce qu'on va recevoir en tant qu'État, beaucoup plus. De loin. Et il y aura une conformité beaucoup plus large. Et l'idée, c'est déjà d'avoir une première vague de déclarations spontanées qui va encore s'améliorer. Et n'oubliez pas les rapports entre la première ligne, donc les inspecteurs dédiés au dossier. Bien entendu, dans cette organisation, je mettrai les forfaitaires dans une administration fiscale distincte. Je vais séparer entre les réels et les forfaitaires. Les forfaitaires, parce qu'ils sont trop nombreux, très peu rentables, donc il leur faut une organisation séparée. Et d'après vous, Sir Raouf, cette notion de forfaitaire, est-ce qu'il tient encore de bon pour continuer à avoir ce régime-là en Tunisie? Certainement pas. Certainement pas, mais pour des raisons sociales en continu, c'est un gros chantier. Il ne doit pas être résolu par la loi, il ne sera pas résolu par la loi. Il ne sera résolu que par la pratique. L'objectif, c'est quoi? C'est de sortir les faux forfaitaires de ce régime. Et les faux forfaitaires sont visibles à l'œil nu. Il suffit d'avoir un corps dédié qui s'occupe de superviser, de piloter les forfaitaires et l'amélioration sera rapide en fait. Donc, d'après vous, une piste d'amélioration ou d'évolution de l'administration fiscale commence tout d'abord par sa restructuration organisationnelle à travers une stratégie l'enrichir par des ressources humaines, le recrutement d'experts comptables. Pour cela, il faut résoudre le problème du système éducatif. L'administration fiscale doit compter un grand nombre d'experts comptables parmi ses cadres et ses inspecteurs des impôts. Donc, la deuxième ligne, quand elle va intervenir, s'il y a des redressements, finalement, ça démontre que les responsables de première ligne n'ont pas très bien fonctionné. Et le préventif n'a pas très bien fonctionné. Avec le temps, on va accumuler des bases de données, de renseignements et d'informations sur le comportement et l'efficacité des agents. Bien entendu, cela appellera à des formations complémentaires, à des moyens techniques, de la digitalisation, etc. Et ça va tout améliorer. Et ensuite, il y a une troisième ligne qui travaille de façon analytique, qui va analyser l'efficacité de l'ensemble des lignes de défense et qui va intervenir elle aussi éventuellement, elle peut être appelée à intervenir
pour rendre les autres lignes plus efficaces. Et ça va nous coûter beaucoup d'argent aussi là-haut. Ça va rapporter beaucoup plus que ce que ça va coûter. Ça, je suis persuadé. Vous estimez une telle restructuration demandera combien de budget à peu près, à votre avis? Si ça demande 2 milliards de dinars aujourd'hui, on l'avait compté il y a une dizaine d'années, c'était à 500 000. Même si ça demande, quel que soit le coût, le rapport sera supérieur au coût, ça j'en suis persuadé. De toute façon, ce modèle-là peut être essayé et on verra si c'est efficace. On peut continuer à l'utiliser. Mais le problème, c'est que ça va prendre plusieurs années. Hein. C'est pas le lendemain. Toutes les réformes structurelles profondes prendront des années. Ah, si les Tunisiens croient à une baguette magique pour changer la situation en un instant, le changement n'aura jamais lieu. Mais ce qui est certain, c'est que la Tunisie a besoin de changer en profondeur. Sinon, elle continuera à traîner la patte dans le sous-développement. Mais comme vous êtes en train de dire, la profondeur demande du temps. Et aujourd'hui, on a besoin d'aller plus vite, Siraouf. Si on ne change, on peut mettre un système à 2 vitesses. Ceux qui gèrent le présent et ceux qui préparent l'avenir. C'est un modèle qui peut être efficace. Oui, c'est déjà fait dans pas mal de pays. Hein, absolument. De faire 2 unités, ceux qui travaillent sur le présent, d'autres. 2 gouvernements, un gouvernement d'avenir, un gouvernement pour gérer la situation présente. Alors, par rapport à l'imposition, Siraouf, comment peut-on alléger, à votre avis, notre fiscalité? On a eu un nouveau code d'incitation aux investissements qui a été totalement inefficace. Pourquoi vous dites que c'est inefficace? Parce qu'il a supprimé l'essence de l'économie tunisienne depuis 1962, qui est le dégrèvement physique. Donc on a supprimé le dégrèvement, on avait mis en garde, mais personne n'a écouté. Et c'est quoi l'apport de ce dégrèvement physique? C'est quoi son apport à l'économie tunisienne? C'est quoi l'impact de la suppression de cette mesure sur l'économie? Alors, le dégrèvement physique consiste à dire pour un chef d'entreprise, pour alléger mon imposition, je réinvestis, j'achète des équipements. Et quand il achète des équipements, il crée des emplois, il crée de la croissance. Or, si vous dites votre dégrèvement n'offre aucun avantage, savez-vous que la plupart des chefs d'entreprise sont des personnes qui dépassent 60 ans? Dans ce cas-là, il va vous dire pourquoi j'investis. Je prends les bénéfices en dividendes, je paye les 10% de dividendes et je suis tranquille. Donc il n'y aura pas d'investissement, d'extension? On a vu les investissements chuter parce qu'avant, les gens faisaient des efforts colossaux pour faire des économies. En sachant que du point de vue économique, toutes les optimisations fiscales sont sous-optimales. C'est un piège, c'est un appât pour attirer les gens à investir. Et quand vous achetez un équipement, vous investissez dans le pays, tout le pays gagne. Oui. Parce que l'investissement restera là. Et il va créer des emplois, même s'ils ne sont pas très rentables. Et probablement, il va faire évoluer ton produit pour devenir plus exportable. Exact. Avec les nouvelles Maintenant, machines. Le réinvestissement devient crucial. Il faut comprendre la chose suivante. Quand vous avez acheté des machines, la plupart des usines fonctionnent avec des machines mécaniques. Oui. Achetez par exemple pour 100. Maintenant, vous voulez renouveler. Vous allez renouveler avec des machines digitales. Oui. Et le prix, c'est 1000. Oui. Les 900, vous avez amorti pour 100. Vous avez acheté pour 100, vous avez amorti pour 100. Les 900 de différence, vous allez les chercher où? Ou bien vous avez fait des bénéfices que vous allez réinjecter pour acheter la machine. Ou bien vous allez les prendre. Ou bien vous allez les emprunter. Hein? Oui. Si vous les empruntez, à terme, vous êtes foutus. Parce que tous ceux qui empruntent maintenant à la banque ont beaucoup de difficultés pour rentabiliser. Le taux d'intérêt est tellement élevé. Si vous avez réinvesti, finalement, sur le plan comptable, on vous dit que vous avez réalisé des richesses de 900, mais sur le plan réalité économique, vous êtes toujours à la même situation. Vous avez une machine mécanique, maintenant vous avez une machine digitale. C'est toute la différence. Oui, hein? C'est intéressant, oui. Donc ceux qui n'en font pas beaucoup de bénéfices n'ont pas d'avenir dans l'économie. Pourquoi? Parce que ce bénéfice va servir
à renouveler les équipements et à se maintenir en activité. Donc le fait d'encourager les entreprises à avoir ce réinvestissement sera une opportunité pour les entreprises qui dégagent des bénéfices à réinvestir dans leur système. Absolument. Pour lancer l'économie américaine, qu'a fait Trump? Et que font les Allemands? Que font les Suisses? Ils font une chose très simple. Vous achetez un équipement à n'importe quelle date de l'année. Cet équipement est amortissable à 100% la première année. Autrement dit, que font les entreprises? Elles regardent leurs bénéfices, arrive le 31 décembre, elles peuvent acheter des équipements pour la totalité de leurs bénéfices pour pouvoir les amortir pour ne pas payer d'impôts. Voici une forme d'optimisation fiscale qui sert l'économie, qui sert la communauté nationale. Donc pour vous, la fiscalité, donc, elle doit être non pas un élément de collecte de fonds pour l'État, pour des dépenses, mais plutôt un élément de développement économique et un moteur de développement. Collecter l'impôt pour l'État reste nécessaire parce qu'il faut financer l'État, on n'a pas le choix. Mais en même temps, il faut l'utiliser pour préparer l'avenir. D'accord. Et c'est très important. À la fin de cet épisode, Siraouf, je vous laisse le mot de la fin. Quel message pouvez-vous adresser à tous les Tunisiens pour contribuer au développement de notre pays? Alors pour les Tunisiens, finalement, il n'y a une seule solution. C'est améliorer ses comportements collectifs, parce que lorsque les Tunisiens ont un déficit comportemental, c'est eux qui payent le prix, et augmenter leur engagement pour le travail, parce qu'on s'engage pour le travail, bien entendu pour soi, mais aussi pour l'avenir de ses enfants. Et sans que la Tunisie, vous savez, pour que la Tunisie puisse passer d'un pays sous-développé à un pays développé, il faut que le PIB soit multiplié par 5. C'est énorme, Siraouf. Et ça nous demande beaucoup d'efforts pour... Donc, ce que les Tunisiens doivent savoir, il faut qu'ils soient conscients que l'œuvre de développement est la plus difficile des œuvres et le développement est le plus difficile des combats. Et il revient, l'appellation, la qualification de Bourguiba, Allah yarhamou, revient toujours, l'œuvre du développement, le projet de développement, hiya al-jihad al-akbar. Merci Siraouf pour cette belle fin par rapport à la notion de développement et l'importance du développement. Merci beaucoup pour votre participation. Vous êtes mon invité, mais également vous êtes mon cher papa, à qui je dois toujours remercier, à qui je dois exprimer ma reconnaissance, ma gratitude. Je suis fier de toi. Merci. Et bravo pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la Tunisie. Sincèrement, j'ai eu l'occasion, on ne choisit pas nos parents, mais c'est toujours un plaisir d'avoir un papa qui est extraordinaire, un papa qui a servi la Tunisie et qui sert toujours la Tunisie. Les choses sont avec normales. Avec beaucoup de valeur. Non, tu as un papa normal. Et ce que je dis, c'est tout simplement la normalité. J'espère. Tous les Tunisiens devraient être de cette façon, c'est ça, aimer son pays. De toute façon, je t'aime beaucoup. J'espère également apporter ma part dans tout ce que vous faites. Vous êtes mon modèle, vous êtes vraiment... Tu le fais si bien, yatik sahab. Merci beaucoup. دونك في نهاية الحلقة هذه ما يبقى لي كان أني نشكركم. إن شاء الله عديتوا معنا سلسلة من الحلقات مع سيراوف كانت أفادتكم وأعطتكم الإضافة من خلال الطريقة اللي يشوفها هو من أجل الإصلاح ومن أجل زاد الديفلوبمون متاع تونس. نلقاكم أنا إن شاء الله في حلقات جدد في ماما أفريكا. تابعوني على راديو VOA FM The Voice of Africa إن شاء الله كل أسبوع إن شاء الله باش يكون معايا ديما ضيف نحاولوا عن طريقه نتقاسموا تجربته نتقاسموا زاده أفكاره من أجل تونس. العمل ثم العمل ثم العمل. À très bientôt. VOA FM, la première radio panafricaine.